Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à cet événement. Du coup, voilà, on est maintenant en live sur Twitch. Donc, Twitch, en fait, c'est une plateforme de diffusion en direct. Et donc, c'est-à-dire que vous êtes là avec nous pour suivre l'événement, mais il y a aussi des personnes qui sont en ligne et qui vont suivre cet événement et qui vont, du coup, interagir aussi avec nous. Donc, on va un petit peu gérer les deux ce soir. Voilà, moi je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde, remercier la Technocité du coup de nous permettre de faire ça sur la chaîne de Streamer. C'est vraiment un honneur pour nous d'être ici. Et donc souhaiter la bienvenue aussi au chat et dire que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Notre modératrice est là pour récupérer toutes les questions et pour nous les transmettre quand ce sera le moment de les poser aux intervenantes. Nous avons également des commandes sur Twitch pour justement avoir les informations concernant les intervenantes, le live, l'endroit où on est. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser tout ça. C'est fait pour. Voilà, donc en fait, moi, je tiens quand même à me présenter. Je suis Hilaria, la fondatrice de Streamer avec Chloé. Voilà, et on va aussi parler un petit peu de Streamer avant de commencer le live. Mais voilà, moi, je laisse du coup la place à tout le monde ici. Et un bon live et une bonne conférence. Merci Hilaria. Est-ce que vous m'entendez? Le micro, voilà. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis d'être live sur le Twitch de Streamer, donc vraiment ravis de cette collaboration. Donc, je me présente, Delphine Technocité, à côté de ma collègue Bérangère de Technocité. Nous allons animer cette heure et demie aux côtés de nos invités. Vraiment, on est ravis aussi de vous accueillir ici à Mons, dans nos studios, et de nous accompagner sur ce chemin, puisqu'aujourd'hui marque une date importante pour Technocité, mais je vais y revenir dans le cadre du Girls in ICT Day. Simplement resituer pourquoi on est ici à Technocité. Enfin, déjà, qu'est-ce que c'est Technocité? En fait, on est un centre de formation, un centre de compétences qui est basé à Mons et qui est spécialisé dans deux grands axes de formation. On prépare finalement les professionnels de demain, des technologies de l'information et de la communication, donc tous les métiers qui ont trait, par exemple, au développement web, à l'intelligence artificielle, à l'Internet des objets, à l'administration système, par exemple, et puis tout un autre pan de formation qui a trait aux industries culturelles et créatives, et c'est là-dedans qu'on va retrouver, par exemple, les futurs développeurs gaming, technical artistes, les spécialistes d'effets spéciaux, les community managers, les gamers, etc. Donc on a vraiment ces deux spécialisations, et ce qu'on aime vraiment par-dessus tout chez Technocité, c'est de parler de nos formations surtout, et de parler de Technocité comme un lieu où on va acquérir des compétences. Ça, ok, tout ce qui est hard skills, c'est important, mais aussi on va parvenir à quelque part définir un peu son chemin, comment on va se projeter un petit peu dans la vie, qu'est-ce qu'on a envie de devenir finalement. C'est ça notre baseline, c'est be what you want, c'est explorer un petit peu comment tout un chacun, toute une chacune peut se développer dans l'horizon qui se digitalise de plus en plus, et vraiment déployer ses ailes. Et puis on en est assez vite venu au constat finalement, à partir du moment où finalement l'épanouissement de tout un chacun dans l'ère digitale est au cœur de nos missions, on doit faire le constat qu'on n'en est pas encore vraiment complètement au centre, puisqu'il y a persiste une assez faible représentativité des femmes dans les métiers du numérique sur le marché du digital. Et donc c'est pour ça que pour nous c'est vraiment fondamental d'adresser cette problématique chaque 27 avril et aussi tout au long de l'année. Mais en tout cas, ce Girls in ICT Day est important pour nous et a marqué vraiment, vraiment au fer rouge, on peut dire ça, je sais pas, voilà, ça me vient pas, mais vous avez compris l'idée. Marquer aussi que chez Technocité, on est très fiers d'être une équipe à 2/3 féminine, donc dirigée par une directrice, Joyce Prout, et ce qui m'amène à remercier aussi l'équipe qui aujourd'hui a rendu possible l'installation de ce setup, cette production qui est pour nous une première en hybride, où on est quelque part physiquement ici tous ensemble réunis, et aussi sur Twitch avec Chloé, Hilaria sur Streamer, donc vraiment ravi. Je regarde un petit peu mes petites notes, simplement vous dire qu'on a voulu aussi construire cette soirée autour de finalement le Web 3.0 dont on entend beaucoup parler, ce web d'une nouvelle génération qui va appeler toute une série de compétences de développement dans différents secteurs, l'intelligence artificielle, tout ce qui touche à la XR, au domaine des métaverses, au domaine des NFT, de la blockchain aussi, le domaine de la cybersécurité. Eh bien, ce sont des prismes d'approche dans ce web de nouvelle génération qu'on a voulu quelque part
exemplifier, si ça se dit, illustrer en tout cas avec vos parcours multiples. Donc vraiment ravi de vous accueillir toutes. J'en dis pas plus, que je vais tout de suite passer la parole à Bérangère qui va vous présenter toutes qui est ici autour de la table et simplement dire aussi que nous avons une invitée à distance, mais je te passe tout de suite la parole. Ok, merci Delphine. Bonsoir à tous et à toutes. Vraiment enchantée d'être ici sur place à Technocité et de voir qu'en ligne on nous suit aussi. Puis sur place, on est des anciennes collègues, des gens qui sont dans la tech, des femmes dans la tech, des formatrices, des stagiaires qui sont ici aujourd'hui. Et donc c'est vraiment intéressant de pouvoir valoriser les techs et inciter, insuffler cette envie pour les femmes d'être dans la tech. Donc aujourd'hui, autour de la table, on a des profils vraiment super variés. D'ailleurs, avec Delphine, la modération ne va pas être facile parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de parcours intéressants à partager. Donc ici, nous avons ce soir Isabelle de Peter. Donc Isabelle, elle a un background intéressant qui couvre la finance, la RH, pas mal de choses différentes, et une passion pour les technologies immersives, dont la XR, aussi tout ce qui est IoT. Voilà, c'est vraiment un profil intéressant. Isabelle, donc, elle a fondé son entreprise, donc XR1. Et là, pour les besoins vraiment des entreprises dans tout ce qui est les technologies immersives. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux technologies immersives, du coup, tu t'es impliqué aussi, tu es présidente d'Euromersive, qui est la fédération des entreprises dans la XR au niveau européen. Ce qui est intéressant dans le profil d'Isabelle, je trouvais aussi, c'est très stratégie, technique, etc., mais aussi beaucoup humaine. Et ce qui t'a mené aussi à de la direction de Getaverse. Et là-dessus, tu es vraiment pouvoir ramener aussi le caractère humain, comme je disais, de tout ce qui est pour le métaverse, qui est peut-être plus compliqué. On voit tout ce qui est les déviances, etc. Mais toi, tu ramènes à l'importance de l'humain là-dedans. Alors Géraldine aussi, Buchan. Géraldine moi j'aime bien le jongle entre la culture et la technologie, ce qui est vraiment intéressant et ce qui t'a amené aussi à créer XR for Heritage. Qui est aussi pour permettre d'avoir une vision du patrimoine qui est beaucoup plus impliquer la technologie dans la médiation, dans tout ce qui est la culture. Là-dessus, il y a aussi été impliqué dans beaucoup tu permets de t'inscrire dans, je regarde mes petites notes, Stereopsia, Women in Art, donc tu vas nous parler aussi aujourd'hui. Alors, par rapport à... donc, voilà, je les présente brièvement. Mais il y a beaucoup de choses à dire qu'on partagera par la suite. Alors, Tatiana Dehon, tu es étudiante à Lumons, à la Polytech, dans tout ce qui est plus l'intelligence artificielle, tout ce qui est le signal, etc. Tu fais un TFE qui est super intéressant en lien avec la médecine, tu nous en diras plus. Ce qui est intéressant aussi dans ton profil, tu es fort autodidacte et ta volonté, ça t'amène justement à aller plus loin dans toutes ces technologies. Aussi, voilà, tu nous en diras plus, mais tu as participé à des hackathons, des choses qui amènent à aller plus loin, à creuser les technologies. Alors après, donc, on a aussi autour de la table Sandra Danguian. Et donc Sandra, elle accompagne les entreprises dans des environnements numériques complexes. Et tout ce qui est aussi dans vraiment accompagner les entreprises. Tu es dans Women for Cyber aussi, tu nous en diras plus aujourd'hui. Et enfin, en ligne, on a le plaisir d'accueillir Claudia Loma, qui est en direct du sud de la France. Et Claudia, ce qui est intéressant sur son parcours, c'est vraiment, elle est partie du monde de la presse. Donc elle a dirigé le groupe de presse Elle Belgique. Puis ensuite, elle a contribué au développement de contenus digitaux chez vous. Et ce qui est intéressant dans le profil de Claudia, c'est qu'elle s'est vraiment investie dans tout ce qui est le Web 3.0, au niveau blockchain, NFT, tout ce qui est les crypto-monnaies. Et je vous invite d'ailleurs à suivre, elle a une chaîne avec un podcast NFT Business qui est vraiment intéressant à suivre via LinkedIn et via YouTube. Donc, voilà. Super, merci beaucoup Bérangère pour cette présentation un peu express et on va avoir l'occasion de zoomer
sur vos parcours les unes après les autres. Simplement, vous mentionnez qu'on prévoit des moments assez réguliers où on va venir vous permettre de poser des questions, d'émettre des observations, que vous soyez présents physiquement avec nous ou en ligne. Donc réservez, en tout cas il y aura des moments précis, mais n'hésitez pas parce qu'on veut vraiment cette séance la plus interactive possible. Alors on va peut-être commencer avec vous Claudia qui est à distance et donc vraiment grand bienvenue. Avec une première question et qui va nous permettre d'amorcer un peu cette première partie de discussion pour un peu planter le décor, un peu un état de la situation au départ de vos parcours multiples. Bien Claudia, donc comme l'a dit Bérangère, donc vous avez fait de Elle Belgique jusqu'au NFT. Finalement, c'est quand même une bifurcation assez spectaculaire. Donc comment est-ce qu'on choisit de faire ce chemin de bifurcation dans un parcours? Comment ça se met? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour vous? Oui, avec grand plaisir. Vous m'entendez bien? On va peut-être pousser un petit peu plus le son. Le retour en salle. Voilà, vous m'entendez bien? Voilà. Ouais. Oui, merci. Donc je dirais que pour moi, la réflexion, j'ai envie de dire merci Covid. Si vous voulez, moi j'ai toujours fait ma carrière dans la presse, mais toujours dans le côté transformation du modèle, donc transformation digitale du business model de la presse. Et donc quand j'étais engagée comme directrice, c'était pour transformer le modèle de la presse et faire passer de la presse papier à la presse digitale. Et pendant le Covid, je me suis posé la question parce que j'ai toujours travaillé dans le digital et donc je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que la suite logique de tout ça? Parce que je ne suis plus toute jeune, j'ai encore une quinzaine d'années à travailler et je voudrais vraiment trouver quelque chose qui a du sens. Et donc, je voudrais vraiment participer à la construction de l'avenir. Et la suite logique de l'Internet, c'est la blockchain. La blockchain, c'est l'Internet de la propriété. Et je dois dire qu'en fait, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est pas tellement la technologie qui m'a parlé, mais c'est surtout les valeurs liées à cette technologie. La valeur on reprend le pouvoir sur nos data, on reprend le pouvoir sur notre argent. On a la liberté de choisir la centralisation ou la décentralisation, parce que pour moi, je pense que c'est complètement utopique de penser qu'on va vivre dans un monde décentralisé, mais on va vivre dans un monde dans lequel on aura le choix pour sa data, son argent, ses propriétés digitales. Et j'ai trouvé que ces notions de liberté, de démocratie, d'égalité à tous, de la chance à tous, de tous avoir la possibilité d'utiliser la technologie de la même façon, ça m'a parlé. Et donc, c'est ce qui m'a amené à la blockchain. Et évidemment, dès que j'étais plongée dans la blockchain, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et faire un média compréhensible de tous m'a paru tellement évident, puisque je venais du secteur de la presse et que je savais faire du contenu. Donc voilà, comme ça, vous savez. Merci beaucoup. On revient. Du coup, ça nous permet de faire la transition avec Sandra, en fait, parce que Claudia, tu parles de tout ce qui est blockchain, crypto-monnaie, etc. Donc, ça pose toujours la question de la sécurité dans l'IT. Et donc, au niveau de l'implication des femmes là-dedans, c'est un domaine qui peut paraître parfois complexe. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton expérience C'est vrai qu'on parle de cybersécurité, on est souvent dans les extrêmes complets. On a d'un côté le développeur super pro avec son hoodie au fin fond de sa cave qui est capable de coder super vite sans même cligner des yeux. Et puis à l'autre extrême, on se retrouve en haut des étages avec le ciseau qui maîtrise parfaitement son business, qui en plus il maîtrise parfaitement le people management, il connaît la technologie à fond et lui aussi est capable de coder. Et quand on regarde ces deux extrêmes, franchement, ça paraît super compliqué. C'est des métiers qui paraissent extrêmement inaccessibles parfois et ça donne pas nécessairement envie. Et si on rajoute à cela l'exigence de maîtriser toutes les technologies à fond qui sont autour de la table, on parle de NFT, on parle de blockchain, on parle de AI, etc. On se dit, alors là, c'est carrément mission impossible. Et c'est vrai que la cybersécurité, c'est quelque chose qui peut faire peur à pas mal de personnes, pas seulement les femmes, à d'autres profils, la diversité au sens large. Et on ne va pas se le cacher,
Moi, personnellement, je le comprends d'autant mieux parce qu'avec mon background, je viens moi-même d'un milieu modeste, papa électricien, maman femme de ménage. J'ai eu un parcours scolaire, bachelor, j'ai décroché difficilement un bachelor en office management. J'ai poursuivi après des études en marketing communication. Et pendant la moitié de ma vie, je ne suis pas sortie à plus de 10 km de mon village adoptif qui est situé à 10 km d'ici, Beaudour. Et c'est vraiment sur un tard que bien plus tard dans ma carrière, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de métiers différents autour de la cybersécurité. On est bien loin de ces deux extrêmes du codeur dans sa cave et du simple ciseau, quoi. Et c'est vrai qu'on a pas mal de travail à faire encore là-dedans pour casser les codes et pour dire qu'il y a plein d'autres métiers. La cybersécurité, c'est comme une entreprise. Il y a plein de métiers dans cette entreprise. Et pas seulement cela, il y a plein de voies différentes pour y arriver. Les trajets classiques, scolaires, académiques, qui sont aussi très très chouettes et très valables et qui se diversifient de plus en plus, mais aussi toutes les voies de traverse, toutes les carrières, les transferts de carrière, etc. Et quand on regarde maintenant, c'est casser ces clichés, c'est une urgence. C'est une urgence, pourquoi ? Parce que si on regarde simplement quelques chiffres, on a 4000 jobs ouverts en cybersécurité. 4000. On a 100 attaques par jour en cybersécurité. Et on n'a que 19% de femmes qui sont actives en cybersécurité. Et donc c'est pour ça qu'on a initié en septembre 2022, je suis un peu floue sur les dates, mais c'est septembre 2022, les Women for Cyber, dont la volonté est vraiment d'aider les femmes à rentrer, rester et progresser dans les carrières de cybersécurité, parce qu'on veut plus de diversité et on veut certainement que les femmes restent dans ces métiers. Donc, la sécurité, c'est certainement un enjeu. Oui. La sécurité est certainement un enjeu, justement, dans tous ces mondes qu'on est en train de construire, où on se rend compte que forcément la digitalisation gagne du terrain, et donc les superficies attaquables ou je vais dire, fébriles grandissent. Et c'est le cas, on reviendra sur Women for Cyber et un petit peu de l'intention qui est derrière le projet, les différentes missions, et puis les manières aussi de toucher les publics, mais quand on parle de surface, je vais dire, attaquable, on peut aussi penser au métaverse, tout ce dont on nous parle aujourd'hui, de ces mondes immersifs. Donc je me tourne plutôt vers toi, Isabelle. Est-ce que de ton expérience, puisque tu baignes vraiment dans cette industrie, est-ce que tu fais un constat de peut-être plus de mixité ou une autre réalité, ou est-ce que c'est un constat qui est à pondérer justement quelle est ta vision par rapport à ça ? En termes de mixité C'est en effet encore assez à pondérer. On voit qu'en effet, il y a plusieurs communautés qui sont bien diversifiées, mais il y a encore un vrai besoin qu'il faut vraiment sortir des cadres qu'on connaît aujourd'hui où, quand on est tout petit, les garçons jouent avec les voitures et les filles avec les poupées. Et c'est la même chose au niveau éducation. Et bien sûr, tant qu'on ne sort pas de ces cadres-là, je crains, ça va encore prendre beaucoup de temps. Ce qu'on voit par contre, c'est que de plus en plus, le fait qu'on puisse se cacher derrière un avatar permet à pas mal des jeunes ou d'autres minorités de quand même se présenter et de se trouver leur communauté à eux, où ils se sentent non seulement en sécurité, mais également soutenus pour justement briser ou faire la suite. Mais on n'y est pas encore aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est comme avec plein de choses, ça évolue que petit à petit, et c'est aussi une responsabilité de notre génération de les écouter à leur échelle. Parce que c'est pas seulement une question de plus de femmes dans la tech ou plus de diversité, mais c'est aussi comment c'est perçu par justement les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est, je pense pour la plupart, d'une génération
avant Internet et après Internet. Donc nous, on conçoit par exemple les mondes virtuels séparés de la réalité, là où les jeunes le perçoivent justement comme une entièreté, et il n'y a pas de flou entre ces deux-là. Et c'est la même chose avec tout ce qui est des mondes virtuels ou les techs émergentes. C'est percipié différemment, donc peut-être qu'il est temps que pour une fois que c'est à nous maintenant de les écouter, tant qu'on a fait écouter nos parents à l'époque des jeux vidéo, où il fallait expliquer ce qu'on faisait. Lorsque la grande différence aujourd'hui, c'est que là où c'était nous envers l'écran, cet écran est devenu la société. C'est connecté avec justement le monde entier. Et c'est là que également les adultes ont joué un rôle pour bien guider les enfants, surtout dès qu'ils s'y mettent tout jeune, comment réagir, comment interagir avec cette société. Donc il y a encore plein de choses. Ouais. Peut-être avoir ton regard, parce que là, effectivement, on reviendra sur toutes ces questions de représentation, et ce qu'on peut essayer de mettre en place aussi, agir au niveau du discours, etc. Mais on reviendra peut-être un petit peu plus tard dans le débat là-dessus. Mais ta vision, toi qui évolues dans des cénacles quand même très internationaux, européens, etc., autour de ces nouvelles technologies immersives, quelle est la réalité, entre guillemets, un peu sociologique dans ces milieux professionnels-là? Est-ce que c'est plus mixte ou est-ce qu'on voit encore toujours des profils très, très masculins, ou est-ce que ça tend à se diversifier? Ça dépend de la région. Vraiment, c'est très lié au pays. Il y a certains pays qui sont plus... ouais, bon, je trouve pas le mot plus... oui, différent. Voilà, un peu plus rigide, disons comme ça. Et d'autres pays où c'est vraiment tout est possible. Et en plus aussi de l'industrie, je connais des femmes qui font des trucs géniaux au niveau développeur, genre Unity, Unreal, vraiment avec des projets magnifiques. Même chose pour tout ce qui est création de contenu, qui gèrent mais vraiment à merveille ce qu'elles font. Et souvent, il y a dans ces pays un peu plus rigides aussi des hommes qui se disent écoute, moi j'aurais dû être à cette place, et du coup ils vont un peu te compliquer la vie ou te mettre en désavantage. Donc ça reste souvent encore une bataille, mais on devient de plus en plus empowered, donc voilà. Il y a de l'espoir. Justement, tout à l'heure, on en parlait avec Tatiana avant le début du stream. C'est comme toi, à Lumons, voilà, dans les filières informatiques comme ça, notamment sur l'intelligence artificielle, on voit de plus en plus de filles qui se lancent, et aussi la partie d'investissement personnel, d'être autodidacte, d'être volontaire aussi, d'apprendre des nouvelles choses et de s'impliquer. Et ça, c'est en lien aussi avec ce que tu disais. Donc, Diana, si tu peux peut-être nous en dire un peu plus de ta propre expérience, plus jeune aussi. Oui. Alors, moi, un truc qui m'a toujours frappée, parce que du coup, je suis un Polytech qui est perçu comme un milieu vraiment très masculin, c'est que justement, toutes les personnes qui m'ont fait la remarque de « mais c'est un milieu d'hommes », c'était tout le temps des gens qui étaient à l'extérieur de la Polytech. Et souvent, c'était... moi aussi, je viens d'un milieu social où il y a beaucoup d'ouvriers, des instituteurs. Voilà, je veux dire, ce sont des gens qui ne sont pas spécialement dans le milieu universitaire en particulier. Et eux, en fait, sont confrontés à une réalité qui n'est pas la même que nous. J'ai mon parrain, par exemple, qui est ouvrier, qui me disait, nous, on a une femme qui est chef, qui est physicienne, qui travaille pour nous. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont essayé de la tester et de la déstabiliser juste parce que c'était une femme, et qui ne concevaient pas qu'ils pouvaient avoir une femme comme chef. Donc, en fait, je pense que c'est à la fois un problème générationnel, enfin un problème, oui, un point de vue générationnel et, j'allais dire social, mais plutôt voilà, les sphères auxquelles on est confronté. Parce que moi, peut-être que j'ai eu énormément de chance, mais je n'ai jamais eu cette impression de ne pas vraiment être à ma place. Malgré que, quand on regarde, en tout cas maintenant, je pense qu'on doit être à peut-être seulement un quart
des étudiants qui sont des filles, et je suis gentille, hein, honnêtement, parce qu'on est quand même assez dispatchés, donc c'est difficile à évaluer. Mais donc, c'est quand même beaucoup plus qu'avant, mais on est très loin du 50-50. Bon, c'est pas forcément une fin en soi, mais ça en dit long quand même sur la vision que la société, en tout cas, porte sur ce genre d'études, qui sont très techniques, qui sont perçues comme très compliquées. Et en tout cas, moi, j'ai remarqué ça parmi mes camarades filles, c'est qu'on se met énormément de pression pour prouver notre valeur. Beaucoup plus que les garçons qui vont le faire parce que papa était aussi ingénieur et donc on fait comme papa. Nous, quelque part, on porte toute la fierté de notre famille sur les épaules. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de garçons qui ont ça aussi, mais c'est beaucoup plus prononcé chez les filles. Et donc, de manière générale, on regarde aussi les résultats et en général, s'en sortent mieux parce qu'on se met beaucoup plus la pression. Donc, en fait, on a plus une pression interne et, de nous-mêmes et de l'extérieur de l'école, mais pas tellement des professeurs, par exemple. Bon, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais heureusement, en tout cas à Mons, ils ne sont pas du tout répandus. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est plutôt vraiment la manière dont on voit le parcours qui est biaisé de l'extérieur. Et aussi la manière dont on présente les choses. On dit, ah là là, ça c'est compliqué, tu n'y arriveras pas. Non, ça c'est compliqué, vas-y, fais-le, c'est très bien. Moi, j'adore me mettre en danger, et c'est peut-être pour ça que j'ai loupé une année, mais je ne regrette rien. Merci Tatiana. Géraldine, peut-être, toi qui as vraiment développé une spécialisation dans tout ce qui touche au patrimoine, le lien de comment on crée cette intersection entre XR et patrimoine, est-ce que tu dirais que la culture, de manière générale, est-ce qu'elle est une voie qui va faciliter l'accès à ces métiers de la XR pour les femmes, ou est-ce que c'est... Quelle est ta vision là-dessus ? Le secteur culturel est exceptionnellement féminin, d'une manière générale. Enfin, nous, en 3 ans du programme XR for Heritage, je suis assez étonnée dans les institutions qu'on accompagne. On accompagne les musées, les sites historiques, les acteurs des villes. Et les participants sont globalement des femmes qui donc s'inscrivent parce qu'elles veulent comprendre les enjeux, le potentiel des nouvelles technologies appliquées donc au tourisme culturel. Donc ça, je trouve, c'est un atout parce que finalement, c'est elles qui ont entre les mains la possibilité de faire des choix stratégiques pour la culture. Après, j'observe que souvent, il y a une certitude, justement, en fait, qui est gravée plus au sein des personnes, pas spécialement qu'on leur dit de l'extérieur, mais se dire, oui, moi, je veux juste comprendre, je ne pourrais pas le faire moi-même. Donc, il y a un peu ce côté, je me mets en extérieur du cercle, je viens juste voir c'est quoi ce monde de la tech auquel je n'appartiens pas. Donc, rares sont celles qui vraiment partent vers des vocations de se dire je vais vraiment faire une montée en compétences pour pouvoir moi-même être au lead du volet numérique. Donc là, on en est plus au dialogue intersectoriel, d'essayer de vulgariser finalement des enjeux de médiation d'un côté et des enjeux technologiques de l'autre, comment les deux peuvent répondre l'un l'autre. Mais c'est vrai que c'est encore minoritaire. Après, nous, c'est notre travail au sein de XR for Heritage, justement, d'inspirer. J'essaie d'être vigilante de plus en plus à privilégier une experte ou une diversité de profils d'experts quand on fait les séances justement de co-création où on essaye de lier des studios ou des experts en intelligence artificielle ou en XR avec des musées ou lieux de diffusion pour qu'il y ait des affinités déjà de personnes. Parce que je pense que dans le secteur culturel, ça commence là. C'est avant tout des personnes qui ont envie de travailler ensemble. Et après, la technologie reste à sa place d'outil. Et c'est là où, effectivement, je pense que plus de femmes peuvent embarquer. Parce qu'au début, a priori, beaucoup de femmes auront cette crainte de se dire non, les outils, cette technique, ce n'est pas pour moi. Mais dès qu'elles ont un projet, par contre, c'est là qu'on voit que l'outil n'est plus un problème. Donc, c'est peut-être des angles d'entrée, en fait. C'est que, oui, que les porteuses de projets existent, mais souvent c'est parce qu'elles voient l'objectif en médiation ou en tourisme
qu'elles se confrontent à des problématiques de tech. Outil au service d'une finalité, quoi, bien C'est ça. identifié. Simplement vérifier, je ne sais pas si on a un petit problème technique avec l'écran. On est en train de régler le petit souci. On n'est plus en live, d'accord, ok. Est-ce qu'on va peut-être... D'accord, on va attendre un petit peu alors. Bon, ben on boit de l'eau alors. Ah ben oui. C'est le moment. Ah ben non, trop tard. On est reparti. Alors, on va peut-être prendre quelques questions. Oui, c'est peut-être le moment si vous avez des observations, s'il y a des choses qui déjà vous brûlent le bout de la langue. C'est le moment, c'est l'instant. Sinon, on aura d'autres moments. Je ne sais pas si en ligne, il y a quelques questions qui sont... Oui, alors on a eu pas mal de questions dans le chat, donc merci beaucoup d'avoir été super à fond dans le chat. Les gens sont vraiment à fond dans tout ce que vous dites, donc c'est vraiment très chouette. Donc on va prendre une question du chat et une question dans le public. Pour vite fait me présenter, parce que c'est vrai que je ne me suis pas présentée sur le plateau, mais je suis une des fondatrices avec Hilaria qui a présenté le début de cette conférence de Streamer. Et nous, notre but, c'est de vraiment mettre en avant les femmes dans le streaming, qui est aussi un milieu qui est majoritairement masculin. Donc là est notre but d'avoir plus de représentation, et c'est pour ça qu'on est vraiment heureuse ce soir de collaborer ici pour cet événement, parce qu'on a plein de profils super intéressants de femmes dans la tech. Donc voilà. Alors il y a eu beaucoup de questions. Je vais en reprendre une que je trouvais vachement intéressante. Ça parle un petit peu à vous toutes qui sommes ici, pardon. Alors nous avons Laralia dans le chat qui nous demandait, d'après vous, est-ce que les médias Web 2 traditionnels, donc tout ce qui est télé, cinéma, musique, etc., utilisent correctement les NFT, Web 3, etc. à l'heure d'aujourd'hui? Parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de l'affaire Plush, qui était donc un film financé par des NFT, mais qui au final s'est totalement planté. Donc voilà, c'était la question de Laralia. Est-ce que vous pensez que tout ce qui est Web 2 ont bien compris un petit peu comment utiliser correctement le Web 3? Et peut-être aussi solliciter le concours de Claudia qui est à distance. Évidemment, J'espère que ça n'a pas coupé si avec veux, si tu veux participer, n'hésite pas. On n'a pas le son. Elle est mutée. Voilà. Mais je dirais qu'en fait, d'expérience, il y a beaucoup de boîtes dans le Web 2. C'est un peu de volume. Vous m'entendez? Oui, parce qu'on ne vous entend pas ici dans la salle. Voilà. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Oui, c'est mieux comme ça. Ah, voilà. Donc, je disais que d'expérience, il y a beaucoup de boîtes Web 2 qui veulent entrer dans le Web 3 parce que c'est la tendance du moment. Et en fait, ces boîtes-là n'ont pas compris que derrière le NFT se cache la technologie de la blockchain et qu'en fait, quand on veut faire des projets NFT, c'est une vraie transformation d'entreprise. Pourquoi? Parce que quand je fais un projet NFT, ça impacte forcément mon département financier, puisque je vais devoir accepter de la crypto-monnaie et investir en crypto-monnaie. Ça impacte mon département communication. Comment est-ce que je vais raconter l'histoire? Ça impacte mon département RH. Comment est-ce que je vais recruter les compétences extérieures et les compétences intérieures? Est-ce que je vais traiter de la même façon les techs, les développeurs qui ont 23 ans, qui sont des crypto-natifs, qui travaillent sur 3 créneaux horaires, qui travaillent dans 3 langues, qui ont 3 boulots? Est-ce que je vais les recruter de la même façon que ma comptable? Ben non, ça ne marche pas. Et donc, souvent, les projets échouent. Excusez-moi, c'est la cloche du village qu'on entend. Mais souvent, les projets échouent parce que les gens embarquent dans le Web 3 sans se rendre compte qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est le prolongement de la transformation digitale des entreprises. Et on ne doit pas entrer dans le Web 3 juste pour faire un projet, pour être hype. Et donc, effectivement, souvent, les projets échouent aussi parce qu'ils n'ont pas conscience qu'on ne communique pas avec les communautés Web 3 de la même façon qu'une communauté Web 2. Si vous faites un projet NFT et que vous communiquez sur Facebook, il y a très peu de chances que vous ne soyez pas compris et pas adopté. Et donc, c'est avant d'entrer dans le Web 3, il s'agit de bien comprendre les codes du Web 3. Qu'est-ce que c'est les codes du Web 3? C'est les codes de la décentralisation, donc souvent de jeunes
qui ont déjà un mindset différent. Et si on ne comprend pas le consommateur, évidemment, on ne s'adapte pas à ses besoins. Et donc, la réponse est oui, il y a beaucoup de Web 2 qui se plantent parce qu'ils ne comprennent pas l'envergure de la transformation. On ne fait pas ça pour faire une collection de chats et pour être à la mode et pour communiquer sur Facebook. Non, c'est bien plus que ça. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, les entreprises aujourd'hui ont vraiment... Il ne s'agit pas d'entrer dans le Web 3 en étant pressé. On ne doit pas y aller maintenant forcément. En revanche, il est l'heure de comprendre. De comprendre quoi ? De comprendre ce que c'est la blockchain, comment elle va transformer la société, comment elle va transformer le comportement des gens, les usages au quotidien. Comme Internet il y a 15 ans. Il y a Internet à 15 ans, si je vous avais dit que vous alliez pouvoir communiquer avec votre téléphone avec des gens au bout du monde, si je vous avais dit ça il y a 15 ans, si je vous avais dit qu'à travers votre compte Instagram, vous pourriez communiquer et faire des films en direct et être vu par le monde entier, vous m'auriez dit, mais Claudia, tu es complètement folle. Ce n'est pas possible technologiquement. Et la technologie, en fait, elle transforme les comportements et la société, mais pas en un jour, ce n'est pas une fracture. Les gens s'arrêtent tout le temps en disant, mais oui, mais c'est quand le changement ? Ben, c'est un petit peu tous les jours. Et en fait, aujourd'hui, il est l'heure de comprendre que la société est en train de se transformer. Elle se transforme un peu tous les jours, et il y a une vraie fracture qui n'est pas technologique, mais qui est générationnelle. À 5 ans, dans 5 ans, on ne vivra plus comme aujourd'hui. Pourquoi ? Parce le process de transformation d'Internet, il s'est fait sur 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 ans, on avait un ordinateur au bureau, on n'avait pas d'ordinateur à la maison, on n'avait pas encore, même pas un Nokia, on avait encore des téléphones fixes. Aujourd'hui, on a tous nos écrans, plusieurs contenus. La technologie et l'information, elles rentrent partout, tout le temps, en continu. Et donc, le process d'accélération est beaucoup plus rapide. Donc, si Internet a transformé la société en 15 ans, la blockchain va la transformer en 5 ans. Et 5 ans, ça correspond à la fracture générationnelle. Les gosses qui ont 18 ans aujourd'hui, ils en auront 25, ils seront les consommateurs de demain et ils ne vont pas vivre comme vous aujourd'hui. Et ça, si les entreprises ne le comprennent pas et qu'elles font juste un projet NFT pour être à la mode, elles vont toutes se planter. C'est une transformation de la société à travers la technologie et il est l'heure de comprendre pour pouvoir s'adapter. Parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas s'adapter. Donc en fait, on a le temps, il n'y a pas de stress, ça ne va pas se transformer demain. Mais il est l'heure de, en tout cas, réfléchir à comment on va s'adapter à cette transformation. Est-ce que cette transformation générationnelle, du coup, vous pensez qu'elle va s'accompagner d'une implication plus forte des femmes ? Ou est-ce que voilà, c'est un changement qui je veux dire que les technologies vont aussi permettre ? C'est toujours à moi ? Oui, Claude. Ah. Voilà, les autres intervenantes. Alors pour moi, pour faire changer les mentalités, il y a 3 piliers. Il y a l'école, il y a les parents, et puis il y a les politiques. À l'école, on vous apprend à disséquer des grenouilles, on vous apprend l'éducation sexuelle, mais on vous apprend pas la parité, la diversité, l'importance. On vous apprend pas les soft skills, parce que la diversité et l'inclusion, c'est une soft skills. On ne vous apprend pas ça à l'école. Les politiques, ils ont des grands discours, mais ils font pas grand-chose. Et puis, il reste quoi, les parents ? Et la responsabilité des parents, elle est immense. Mais, alors nous, on a de la chance. On a cette conscience par rapport à l'inclusion. Mais quand vous savez qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ils sont inquiets financièrement, c'est la crise, c'est l'inflation, l'électricité qui augmente, le coût de la vie qui augmente, la diversité et l'inclusion, c'est très loin de la majorité des gens. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des grands discours, mais les 3 piliers qui transforment une société et qui transforment le monde, eh bien, ils ne jouent pas leur jeu. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des grands événements, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Ça doit être appris à l'école, comme la sécurité, la cybersécurité. C'est à l'école déjà, quand on est tout petit, qu'on apprend. Qui accompagne les gens aujourd'hui dans la responsabilité de la cybersécurité ? De nouveau, l'école ne joue pas son rôle, les parents, ils sont largués, et les politiques, ils savent, mais ils ne savent pas vraiment. Ils ne savent pas par où commencer. Et donc, je dirais que oui, bien sûr, il y a des cursus, mais des cursus universitaires même, des cursus de formation parascolaire, etc. Mais encore une fois, c'est bien pour nous. Mais pour
le bon responsable de famille qui est isolé avec ses enfants en famille monoparentale, la cybersécurité, c'est loin de lui. Et aujourd'hui, c'est la majorité des familles qui sont devenues des familles monoparentales. Et qui dit monoparentalité, dit difficulté financière. Et donc, je dirais qu'encore une fois, nous, on peut faire un travail immense, mais tant que l'école, l'État et qu'est-ce que j'ai dit, les politiques, donc l'école, les politiques et les parents ne font pas le nécessaire, eh bien, ça ne change pas les gens et ça n'éduque pas les gens, ça n'éduque pas les enfants, ni à la cybersécurité, ni à l'inclusion. Et donc, vous voyez, il y a encore un grand travail de fond à faire. Ce qui est présente avec nous, est-ce que vous voulez rebondir sur certains éléments ici, certains... Je suis peut-être mal positionnée, je vais bouger mon... Voilà, ou un partage d'une expérience ou d'un témoignage, quelque chose qui vous aurait frappé justement par rapport à l'état de la situation qu'on vit aujourd'hui justement sur ce changement finalement, ce changement de société, ce changement de paradigme, cette nécessité aussi qu'on a de tisser du lien entre les générations, de tisser ce dialogue. Et puis finalement, la problématique qui nous occupe aujourd'hui, c'est très, très, très lié à tout cet aspect du vivre ensemble. Donc, je ne sais pas si l'une ou l'autre veut réagir. Par rapport à elle. Donc, Claudia parlait de effectivement les NFT qui évoluent extrêmement vite et que c'est pas facile pour les entreprises de se l'approprier, de comprendre et de savoir s'adapter par rapport à cela. Mais c'est pas seulement les NFT. Quand on regarde toutes les technologies autour de la table, je peux comprendre aussi que dans le cursus, dans le milieu académique, c'est pas facile pour eux non plus de pouvoir sensibiliser tout le monde. On a tellement de rattrapage à faire sur tous les domaines qui s'accélèrent tellement vite en s'appuyant l'un sur l'autre que ni l'État, ni la famille, ni l'école seulement pourront y arriver. Et effectivement, il y a de plus en plus de communautés qui croissent et qui existent pour continuer à faire le mentoring, le compagnonnage, etc. à tous les stades de la vie. Il y avait des écoles qui allaient, des femmes qui allaient sensibiliser à la sécurité au sein des écoles, les mamans, pour qu'elles soient aussi capables de pouvoir mieux accompagner leurs enfants. Mais on a ça dans toutes les autres technos. J'entends aussi les Women in Data qui font la même chose pour tout ce qui est data management, la gestion des données, etc. Et je suis persuadée que dans la réalité virtuelle, dans les AI, etc., il y a le même genre d'initiative. Et donc, pour pouvoir garder la cadence dans tous ces domaines de connaissances qui se multiplient, ça va être c'est un problème sociétal, mais la réponse est aussi dans la société, dans son ensemble. Tout remettre simplement sur l'État, je pense que ça va être quelque chose de très trop ambitieux. Et j'ai pas non plus envie que l'État nous cloisonne et qu'on devienne comme dans un État communiste où la pensée elle est centralisée et finalement tellement harmonisée que ça en devient bizarre, quoi. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on arrête d'apprendre les enfants ce qu'ils doivent penser, mais plutôt qu'on les réapprend comment penser, comment réfléchir. L'esprit critique, c'est ça l'essentiel. Parce que tant que les gens ne savent pas réfléchir pour eux-mêmes, comment on veut qu'ils apprennent le reste de leur vie? Comment on veut qu'ils restent ouverts d'esprit? Et ça, c'est vraiment quelque chose que, on a hérité des autres générations, qui ne sera pas changé du jour au lendemain. Mais je suis complètement d'accord qu'on est en transformation. Où on va arriver avec ça, ça dépend de chacun de nous. Jusqu'où on veut aller et jusqu'où on est prêt d'aller. Et même au niveau gouvernement. Et je pense qu'un gouvernement en soi ne peut pas y arriver. Mais si plusieurs sont d'accord, ou on peut les convaincre, ensemble on peut y arriver. Mais ça va prendre du temps parce que ils sont bien confortables dans leur position, bien rémunérés et tout, voilà, dans leur tour d'ivoire, souvent complètement séparés de la réalité. Mais c'est surtout, l'esprit critique et je suis 100% d'accord avec ce que disait Claudia, donc voilà.
Justement, Géraldine, tu voulais ajouter quelque chose? Parce que la culture, tout ça, ça permet aussi de véhiculer des messages qui peuvent peut-être intégrer aussi plus facilement les femmes, comme tu disais, qui sont peut-être plus dans ces domaines-là aussi. On aurait, comme dans le jeu vidéo, ou des messages qui peuvent passer, des choses qui auront plus d'impact que les méthodes classiques de l'enseignement, les politiques. Complètement. Oui, moi, je suis arrivée vers les technologies sur base d'une envie qui était de se poser la question aujourd'hui comment on engage et mobilise massivement les populations autour justement des enjeux sociétaux, dont effectivement une meilleure inclusion, je veux dire des femmes, mais je veux dire de la diversité au sens général également. Et c'est vrai que le gros enjeu, c'est qu'il y a tout à refaire. Ça veut dire qu'on se rend compte dès qu'on approche les technologies que la technologie ne suffit pas. C'est également la méthodologie de penser, de se faire société. Et c'est vrai qu'en voulant faire parfois l'économie de changer les process, on se retrouve avec des projets qui n'ont pas d'impact. Et je rejoins en fait les autres speakers sur le fait que c'est holistique en fait le changement. On doit véritablement inclure les femmes, par exemple, on parle beaucoup d'intelligence collective. Nous, on essaye de la mettre en œuvre. Il y a plein de façons de mettre en œuvre l'intelligence collective, mais c'est se dire comment est-ce que déjà on brise les silos entre les secteurs déjà. Donc comment des secteurs qui communiquent pas peuvent porter des projets ensemble. Ensuite, effectivement, une fois que ça c'est fait, comment est-ce qu'on va mutualiser, comment est-ce qu'on va mettre des principes d'écosystème pour avoir des modèles de réussite qui sont adaptés à nos valeurs d'aujourd'hui. Et je pense que c'est lié justement à des visions féminines également, de se dire peut-être que la société s'était beaucoup construite sur une compétition, sur des valeurs qui étaient associées au sexe masculin, et qu'ici, avec les technologies, petit à petit, on peut questionner ce qu'est une société, et donc effectivement comment on co-crée, comment on travaille ensemble. Et je ne voudrais pas dire que c'est l'apanage des femmes, parce que je ne pense pas que c'est le cas, mais en tout cas, beaucoup de femmes sont sensibles à une approche, à une alternative avec des modèles de réussite de société. Et donc, on se rend compte que si on veut parler d'une transformation numérique féminine, il faut partir des piliers de pourquoi on veut transformer la société. Qu'est-ce qui, dans la société actuelle, est en décalage avec nos identités multiples, avec nos valeurs, avec nos pratiques sociales, et comment, finalement, on embarque dans cette transformation les publics qui, justement, étaient mis de côté ou qui étaient purs spectateurs, en fait, on va dire, de produits finaux. Donc, comment on les embarque dans le process. Et c'est vrai que je suis sensible à ce que les autres speakers ont dit par rapport au métier de parent. J'ai, par exemple, ces questionnements, comme beaucoup de personnes dans l'audiovisuel, je me pose la question, par exemple, bêtement, des écrans à la maison. J'ai des enfants de moins de 12 ans, me dire à quel point il est urgent de développer ce Skills Lab maintenant, ou est-ce qu'elles doivent le faire après. Donc effectivement, c'est vrai que les responsabilités de parents sont assez colossales, je trouve, aujourd'hui, de pouvoir suivre cette actualité, mais aussi être bien ancré dans le sol. Et je pense qu'effectivement, la société va devoir redéterminer le champ d'action de chacun. En tout cas, la question qui a été soulevée, de se dire qu'est-ce qu'on attend de l'école, qu'est-ce qu'on attend des parents et des entreprises. C'est le quotidien en fait de notre activité, c'est de nous amener jusqu'à quel point c'est notre job, à quel point c'est notre métier ou notre passion. Beaucoup de gens dans nos métiers du digital, quand on est femme, cette frontière n'est pas toujours très claire, et je pense qu'elle est le reflet de notre société en fait, de se dire il faut peut-être réinventer un peu la structure, et le grand cadre ne suit pas. Voilà, le cadre est encore fort rigide, alors que nous, personnes physiques, on glisse un peu. Voilà. Je ne sais pas si l'une ou l'autre voulait rebondir. Je voulais éventuellement rebondir sur le fait que, au final, c'est le job de qui.
personnellement, j'ai 2 parents qui sont enseignants et donc j'ai un petit peu la visibilité de, vous savez, le programme qu'on doit suivre tous les ans, etc. Et en fait, quand on s'intéresse un petit peu à ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu obsolètes, qui ne sont pas vraiment indispensables pour la vie en société de quelqu'un qui va se lancer, quoi. Donc je me dis, allez, c'est tout bête, mais par exemple, moi, ce sont mes parents qui m'ont appris comment gérer un budget, comment faire un emprunt à la banque. Pourtant, ce sont des choses qui sont vraiment basiques pour pouvoir survivre dans la société et on ne les apprend pas à l'école. Donc pour moi, là déjà, il y a une lacune. Et alors, quand on regarde donc les nouvelles technologies, les NFT, la crypto, tout ça, je sais que ce sont des choses qui évoluent très très vite, mais je trouve que c'est quelque chose qui devrait être enseigné aussi à l'école, au moins une introduction, ne serait-ce qu'à la pensée critique, comme tu l'avais dit, parce que c'est vraiment ça qui va faire, qui va être en fait le bras de levier pour pouvoir avoir un véritable impact sur le long terme sur la société. Parce que, allez, bon, je pense au deepfake pour l'instant, parce que c'est un petit peu plus mon domaine, mais ça a des impacts politiques qui sont vraiment très importants. On pense donc aux campagnes d'élection au Brésil, dans lesquelles on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Ça va avoir un énorme impact sur la vie des gens au quotidien, puisque c'est ce qui régit leur société en tant que telle. Et donc, je trouve que vraiment, ne serait-ce qu'une sensibilisation à l'importance du doute cartésien, rien qu'à une introduction, ne serait-ce que ça, à l'enfance, et alors quelque chose de plus précis en secondaire, pour au moins qu'ils sachent que ça existe, parce que je connais plein de gens qui, même s'ils utilisent Internet tous les jours, ne se rendent pas compte de l'impact qu'eux-mêmes peuvent avoir quand ils likent, par exemple, une publication. Ils ne savent pas comment fonctionnent les algorithmes derrière et donc quelle visibilité ils peuvent donner à ceux à qui ils accordent leur confiance. Et donc, pour moi, ce sont vraiment des choses qu'on peut dire, ça c'est primordial pour pouvoir vivre dans la société correctement, enfin au moins décemment, même en tant qu'individu, même pas spécialement en tant que communauté. Et voilà, ça manque. Et je sais que ça évolue très vite et l'enseignement est déjà très conservateur par beaucoup d'aspects, mais je trouve que c'est vraiment le bras de levier qui serait le plus important à changer, en tout cas là, maintenant. Voilà. Je sais pas s'il y en a certains, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de certains défenseurs de faire du 1er avril la journée mondiale du doute. Finalement, c'est la seule journée pendant l'année où, quelque part, je remets en question. Mais donc, effectivement, et donc l'esprit critique fait partie des fameux soft skills qu'on a tendance à mettre en avant dans la transformation numérique et de se dire... on est très très souvent le nez dans le guidon, focus, il faut développer ses hard skills, il faut apprendre à coder, apprendre à manier tel logiciel, etc. Ça fait partie du lot, mais effectivement, tout ce qui touche aux soft skills, et c'est Aurélie Couvreur, une consultante en transformation numérique, qui nous parlait de ça, de dire finalement très souvent, quand on parle des soft skills, derrière ça, on met l'écoute, l'empathie, la capacité à collaborer, etc., qui sont plus spécifiquement des compétences qu'on... Attention aussi, on risque peut-être de se faire un peu allumer par le public masculin, mais en tout cas corrélé à des publics féminins. Ceci, dans votre pratique, est-ce que c'est quelque chose que vous observez les unes et les autres dans les rencontres que vous pouvez faire ou sur le terrain vraiment professionnel, ce côté vraiment des soft skills qui sont mis en avant et qui quelque part serait peut-être un peu l'apanage des femmes, ce qu'elles pourraient amener en tout cas dans ce contexte de transformation numérique? Je voulais rebondir sur les deux. L'aspect que tu mentionnais, Tatiana, c'est important de pouvoir apprendre à apprendre, mais je remonterais même un peu plus loin dans la problématique, c'est important de choisir que apprendre. Et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, choisir que apprendre, il n'y a pas que le hard, il y a aussi sur le soft. Et finalement, dans tout le cursus scolaire ou académique, on apprend à choisir des options, genre t'as A ou t'as B, donc c'est assez cadré, quoi. Mais on n'apprend pas à qu'est-ce qui va être important, quel va être le cocktail qui sera important dans la vie, d'avoir un mix entre des hard skills, entre des soft skills, entre des connaissances à court terme qui sont stables et ancrées, et des connaissances plus fluctuantes qui vont être hype, la connaissance du moment. Et quand je vois les cycles d'introduction des technologies qui se raccourcissent de plus en plus, et si je reprends mon background personnel, où mes parents avant n'étaient pas capables de pouvoir me guider, maintenant ils ont été complètement largués. Et donc sur 2 ans, tu perds une avancée incroyable parce que tu n'as pas appris à apprendre,
Tu n'as pas appris à choisir avant que apprendre et tu t'es laissé guider dans des rails tout déterminés. Et si je rebondis sur ce que Claudia disait, effectivement, le gouvernement n'a pas nécessairement le même ordre de temps pour ses décisions. Et dans les cursus académiques, c'est la même chose. Le temps que tu puisses déterminer un cursus académique, que tu peux avoir le financement pour le financer, etc., et le mettre en place, peut-être que la technologie est déjà passée entre-temps. Après, par rapport à ça, je pense qu'il faut aussi énormément démystifier la complexité de certaines choses. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont appris à coder en autodidacte et ils codent parfois même mieux que moi. Donc, je veux dire, il y a certaines choses, on se dit « Ah, c'est trop tard, j'ai raté le train, je peux plus y arriver ». Non, on est fait, on est des machines à apprendre. Donc, il faut surtout pas s'arrêter à ça. Donc, je pense que ça aussi, c'est un aspect important parce que tu dis qu'on s'est vite dépassé et puis on se dit « Ah ben tant pis ». Je sais, évidemment, c'est pas facile, mais après, une fois qu'on a dépassé cette barrière de c'est trop loin pour moi et qu'on démystifie la chose, on se rend compte que, en général, les principes sont toujours les mêmes. C'est juste la forme qui va changer, c'est tel protocole qu'on va un petit peu changer et qui au final aura des implications différentes, mais la compréhension en tant que telle n'est pas très compliquée. Et on ne vous demande pas d'être des experts dans chaque domaine. Il y a plein de gens qui travaillent au high level, j'ai envie de dire, et ça fonctionne très bien et ils sont très très forts dans ce qu'ils font. Donc il faut vraiment pas s'arrêter à ce genre de choses parce que c'est par exemple avec des réflexions comme ça qu'on se dit je ne vais pas faire Polytech, c'est trop compliqué. Donc voilà, c'est vraiment ne pas avoir peur de la nouveauté parce qu'on est dans un monde qui change de plus en plus vite. C'est ce qu'on se disait la dernière fois avec des amis. Il y a 5 ans, on imagine, enfin il y a 5 ans même un petit peu plus, on imaginait que le monde allait être comme nos aïeux il y a 50 ans. Parce qu'avant, c'était, si le monde fonctionnait d'une telle manière, eh bien, il n'y avait pas de raison que ça change dans les années à venir. Alors qu'ici, vraiment, on est dans un monde qui est complètement différent et d'année en année, on voit les différences, pas que technologiques, même sociétales. Voilà, on parle du féminisme ici, c'est pas rien, quoi. On fait des avancées incroyables. Et donc il faut pas négliger cet aspect de on est vraiment en mouvement rapide. Et donc c'est pas grave si on n'a pas le background, on attrape et ça va aller. Mais donc je ne sais plus où j'en étais, mais je suis d'accord. Oui, on peut rater un train et c'est pas grave parce que en cybersécurité par exemple il y a des gens. Énormément de personnes qui sont en cybersécurité maintenant, il y a 2 ans, il y a 3 ans, n'étaient pas du tout dedans. Et en plus, on ne parlait pas autant de cybersécurité. C'est la même chose pour les 3/4 des technologies ici. Donc oui, on peut rater un train, mais si on a appris à voir le train passer, savoir quel train on va choisir, on peut plus facilement surfer et rattraper les choses. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Oui. Parce que, par exemple, non, mais c'est vrai. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans, qui aurait une profession comme community manager, social media manager, influenceur. On ne connaissait même pas. Aujourd'hui, on a prompteur. Il y a quelques mois. Bon, on n'y est pas encore, mais pour dire à quelle vitesse que ça évolue. En fait, il faut arrêter de voir la technologie comme un but. C'est un moyen. C'est un moyen qui peut nous faciliter la vie, qui peut justement transformer plein de choses. Tant qu'elle reste au service de l'humanité. Et c'est ça qu'il faut veiller. C'est la même chose quand on apprend, comme tu disais, en effet, à l'école, il faut apprendre au moins une introduction. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on envoie des gens dans le trafic sans permis ou même sans savoir comment conduire? Ma grand-mère, à l'époque, oui. Tu passais à la commune, tu recevais juste un papier, tu savais même pas conduire ou quoi que ce soit, et tu avais ton permis. Mais aujourd'hui, c'est plus raisonnable. C'est la même chose avec les technologies. Il faut au moins une introduction. Et après, avec l'esprit critique, on apprend pour apprendre la suite et comment évoluer avec. Et c'est là justement que, en effet, ça peut aider à l'école d'apprendre ça. Donc voilà. Sur ces sujets-là, c'est clair qu'il y a beaucoup de questions qui commencent à être posées, notamment dans le public ici. C'était pas une question. C'était aussi une réflexion parce que j'ai eu un parcours un peu atypique. C'est-à-dire que j'ai fait mes secondaires comme tout le monde et j'ai pas du tout été orientée dans la bonne direction. Je trouve d'ailleurs que c'est terriblement compliqué à l'heure actuelle et quand je vois mes jeunes voisines qui ont 18 ans,
sont aussi paumés que moi à l'époque. Donc vraiment, on ne sait pas où on va, on ne sait pas la moitié des options qui s'offrent à nous. Et je pense effectivement qu'il n'y a aucun souci à se dire ok, là je suis pas sur la bonne voie, ça me tente, allez, let's go. Il y a encore 3 ans, je bossais en usine et changer de voie, ici je suis web dev, ça a changé ma vie complètement. Et donc voilà, je voulais adresser un peu ce message-là, c'est qu'on peut le faire, on peut y arriver et ça change. Donc allez-y, lancez-vous, ça vaut vraiment la peine, quoi. Et point de vue éducation, j'ai 2 petites filles à la maison aussi et je leur montre, et c'est d'ailleurs pour elles aussi que je l'ai fait. Je ne me voyais pas rester à l'usine, être au bout de ma vie à chaque fois que je rentre, devoir ne plus avoir la force d'être là pour elles. Donc voilà, on peut le faire, on peut passer ça. Et puis j'espère être un exemple pour elles en disant écoutez les filles, allez, on peut y aller. Si c'est ok pour toi, si c'est ok pour ceux que ça impacte, allez-y, donnez-vous les moyens de le faire. Et voilà, donc Bravo. Merci Yoko. Super. Et par rapport en ligne, je sais pas, Chloé, s'il y a des questions aussi. Oui, je sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend, super. Il y a eu pas mal de questions aussi. Je vais rester quand même vachement dans les femmes et la tech. On a eu une question, c'était donc, est-ce qu'il existe des espaces mis en place pour soutenir justement les personnes hors hommes cis dans la tech, par exemple, si elles ont un souci de sexisme, etc. Est-ce qu'il y a un endroit où elles peuvent aller parler à des personnes, trouver du soutien, ou c'est quelque chose qui n'existe pas encore ici en Belgique? En Belgique, je dois rester... je ne sais pas, honnêtement, en Belgique. Il y a eu plusieurs initiatives, mais je pense ça dépend si on parle du grand public. Ça veut dire quelqu'un qui souffre de cyberharcèlement. Il y a des choses qui sont organisées plus par InfoJeunes ou des choses comme ça. C'est vrai que moi, personnellement, je pense que plusieurs speakers, on évolue plus au niveau B2B. Et donc là, il y a plus des collectifs de femmes. Je pense comme Women in Tech, avec Loubna Azrout qui avait activé ça. Il y a pas mal de personnes actives dans des tech et sous-tech sur des réseaux de femmes. Mais c'est moins des espaces, je vais dire, d'exclusion. C'est plus des réseaux d'empowerment, à ma connaissance. Et dans le business, il y a aussi effectivement toujours des personnes de confiance, mais est-ce qu'elles sont vraiment armées pour aider au harcèlement dans le web? Je ne suis pas sûre, honnêtement. Donc déjà, le harcèlement physique dans l'entreprise, ça ne va pas être quelque chose de facile à conseiller. Donc non, je pense que c'est vraiment plutôt qui existe en Belgique, ce sont surtout les réseaux d'empowerment entre femmes. Et c'est vrai que la sororité aide à avoir une personne de confiance qui est vit dans le même environnement que toi, vers qui tu peux te retourner et demander de l'aide, quoi. Mais c'est pas structuré et structurel. Par contre, ce qui est quand même structuré, c'est... Claudia, je pense que Claudia lève la main. Vous m'entendez? Voilà. Oui, c'est un peu le son. Voilà. Je dirais qu'en fait, en entreprise, la sororité, parfois, elle n'a pas sa place. Parce que pour moi, tous les grands mouvements, comme les grandes transformations, elles doivent toujours partir du haut. Et quand vous avez un top management qui n'est pas pro-inclusion, pro-protection de la femme dans toutes les micro-agressions auxquelles elle peut être confrontée au quotidien. Parce qu'en fait, parfois l'agression, c'est quand c'est récurrent sur la longueur. Moi, je sais que, par exemple, j'ai travaillé en Belgique, j'étais directrice. J'avais des gens au-dessus de moi, donc un top management masculin. Et on était le symbole, le L, c'est le symbole du féminisme. C'est le magazine le plus féministe qui soit. Eh bien, il n'y avait pas de sororité parce que le top management n'était pas pro-inclusion et pas pro-féministe. Et donc, quand l'impulsion vient du haut, eh bien, ça percole à tous les étages et il n'y a pas de place pour la sororité parce qu'en fait, ils nous managent comme des concurrentes, comme Quand on installe le danger dans une entreprise, il n'y a pas de sororité, même si individuellement, on a envie d'être solidaires les unes avec les autres. Et je dirais qu'encore une fois, pour moi, chaque entreprise a sa responsabilité
d'installer des règles, d'où l'importance d'avoir un RH qui est très impliqué. Parfois, les départements RH, c'est le dernier à être transformé. C'est souvent les départements les plus difficiles à bouger et les plus poussiéreux, alors que c'est eux qui sont le garant des règles qui s'appliquent les uns aux autres. Et parfois, on se retrouve dans des entreprises où on subit des micro-agressements et ce n'est pas compris parce que le département RH, en fait, c'est tellement loin de leur réalité, et comme le top management. Et donc, je dirais que pour moi, en entreprise, il ne faudrait que des femmes dans les top management et dans les services RH pour que les choses changent. Dans une ancienne vie, j'étais DRH et en fait, c'est tout à fait vrai. Tout dépend aussi de la structure de la société, si c'est une grande structure ou plus petite. Mais en Belgique, en tout cas, il y a également une obligation à partir de 25 personnes d'avoir une personne de confiance. Bon, il y a plusieurs procédures mises en place, mais j'avoue en même temps, les formations que les DRH ou même les départements RH reçoivent pour ça, ou la personne de confiance, ne sont pas suffisants. Et même si quelqu'un du RH veut bien faire ou l'installer, tant qu'elle n'est pas soutenue par le top management, on oublie. Soi-disant, une personne de confiance est soi-disant également indépendant dans son statut de la société, donc de l'entreprise, pour justement donner le pouvoir d'agir. Mais même ça n'est pas suffisant dès qu'il y a un management au-dessus qui est trop hardcore. Voilà. Donc, pour effectivement dire on peut devenir tout ce qu'on veut, parce qu'il y a 5 ans, j'étais encore en RH et avant ça, d'autres choses. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut quand on veut. Dès qu'on a envie, il faut foncer. Voilà. Et ça, justement, en matière d'entrepreneuriat au féminin, qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui veulent se lancer, c'est quoi tes points d'attention par rapport à ça? Être bien dans ses baskets. Et vraiment, jamais écouter qui ou quoi que ce soit avant avoir écouté soi-même son instinct. Et si on veut vraiment quelque chose, on peut y arriver. Si ça nous fait peur, c'est très bien. Non, mais c'est bien, parce que si tes rêves te font pas peur, ça veut dire que tu rêves pas assez. Oh, c'est beau. C'est beau. Non, c'est vrai. C'est vraiment ça. On dit souvent, oui, c'est impossible. Mais ça, c'est une expression de Audrey Hepburn. Le mot le dit elle-même. I am possible. Donc voilà, il n'y a rien qui est impossible. Compliqué de rebondir après ça. Ici, il y a une petite question, mais simplement aussi situer le spectre de l'entrepreneuriat tel on en a quand même une image très je crée ma société, etc. Mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui peut jaillir à n'importe quel endroit. Je veux dire, ça peut être de l'entrepreneuriat aussi citoyen, associatif, de l'intrapreneuriat quand on est engagé dans une grosse entreprise et où on vient avec un projet de l'interne. Donc peut-être aussi bien situer le prisme de ce qu'on met derrière le mot entrepreneuriat aussi. C'est, voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais dire que c'était inspirant d'entendre cela, que c'était, la confiance en soi est très importante. Et moi, j'ai quand même tendance à croire que cette confiance en soi, surtout pour les femmes, elle ne peut pas se construire que individuellement et toute seule. Et si vous arrivez à avoir cette confiance, etc., c'est quand même que vous avez autour de vous du soutien, que ce soit au niveau de l'école ou de votre entourage, etc. Et que, on constate encore maintenant qu'il y a quand même une majorité d'hommes dans la plupart des métiers tech. Et moi, j'ai entendu encore aujourd'hui, en parlant avec un membre de notre réseau Twist, qui disait oui, mais en fait, le problème, c'est que les femmes ne sont pas intéressées par ces études-là et qu'il y en a trop peu qui s'inscrivent dans ces études. Mais c'est vrai qu'il y a moins de femmes qui s'inscrivent dans ces filières-là.
Et alors je lui disais, mais la question ce serait pas plutôt, mais pourquoi est-ce que les femmes ne s'intéressent pas à ces filières-là? Et donc là, on en revient à, il faut commencer très tôt, dès l'école primaire, etc. Et en fait, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il faut changer la société en général. Donc, tant qu'il y aura ces stéréotypes qui sont liés au genre dès la toute petite enfance, une fille qui a 18 ans, etc., continuera à se dire que c'est pas pas des études pour elle, pas des métiers pour elle. Et tout ça pour arriver à ma question, c'est qu'est-ce qui a fait que vous êtes des femmes qui sont dans la tech, comment ça se fait que vous n'êtes pas dans la majorité des femmes qui se sont dit « Ah non, c'est pas pour moi, ça... J'ai compris que parfois c'était des parcours qui sont passés par plusieurs étapes, etc. Mais ça m'intéresse de savoir, qu'est-ce qui a fait le changement, la différence pour vous? J'aimerais bien réagir à ça. C'est vrai que, par exemple, moi, je n'avais pas appris à verbaliser la décision « je rentre dans la tech ». Par contre, en observation, je vois que j'ai toujours été électron libre, un peu hors des cases. Et la tech, finalement, a été un fil qui est une continuité de ma vie professionnelle, d'essayer d'aller là où il y a des terrains en friche, où je peux encore innover, marquer une différence. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de commencer ma vie professionnelle au Maroc, où on m'a donné ma chance sur un marché audiovisuel qui était à construire, et où, peu de temps après mon master, j'étais directrice de prod, et puis prod exé de gros longs métrages. Et en revenant en Belgique, on m'a ri au nez en me disant « peut-être tu peux faire le café si t'es sage ». Mais vraiment, donc c'est vrai que le fait d'être dans un pays avec autant de compétences que la Belgique, parce qu'il faut dire, on a des très bonnes universités, on a un niveau, on a un marché tout petit avec extrêmement beaucoup de bons cerveaux. Donc c'est vrai que tout d'un coup, pour pouvoir se distinguer un marché où en fait tout est à construire, on ne peut pas être concurrent, il y a tout à faire, on doit construire un monde. Donc c'est gigantesque, vu que là on parle de jumeaux numériques de notre monde, qu'on doit réguler, Donc là il y a un terrain de jeu qui est formidable. Et c'est vrai que c'est au-delà d'être en tant que femme, mais en tant qu'effectivement hors case, dont beaucoup de femmes peuvent peut-être se trouver dans cette situation. Mais j'insiste beaucoup, moi, sur le fait que je me sens femme et plein d'autres choses. Et c'est vrai que c'est peut-être une des limites, moi, parfois, de débat. Celui-ci, ce n'était pas le cas. C'est pour ça que j'ai été contente d'être invitée sur ce débat. Mais j'ai parfois une méfiance sur une tendance qu'on a aujourd'hui de parler entre femmes. Et je me dis, tiens, mais oui, mais est-ce qu'on n'est que femmes ? Et donc, je suis ambivalente sur cette synthèse, je veux dire, d'observation de parcours de vie qui nous résume à femmes, où parfois on met autour de certaines tables ou certains panels des femmes qui n'ont strictement rien à voir. Ici, on a une dynamique commune avec des secteurs différents, donc il y a une pertinence de curation. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que mon parcours est le parcours de pas mal de gens qui ne rentrent pas dans les cases. Par exemple, je me suis rendu compte que ma fille est TDAH, par exemple, donc elle a un trouble d'hyperattention. À mon âge, on n'en parlait pas. Je pense que je le suis aussi. Et donc, peut-être que je suis autant dans une sororité des TDAH que des femmes, par exemple. C'est un bête exemple. Comme d'autres personnes peuvent être liées par la religion, par d'autres enjeux. Donc oui. Donc, effectivement, la tech, c'est ce côté formidable qu'il y a tout à construire. Moi, c'est ça qui m'a amenée à ça. Moi, mon parcours, ça a commencé marketing communication, donc rien à voir et pas prédisposé à être dans la tech. Et ce qui m'a inspirée, je suis tombée dans la deep tech il y a 6-7 ans de cela, dans les sociétés de télécom, services critiques, donc vraiment la deep tech. Et ce qui m'a motivée à aller si profondément dans la tech, c'est de pouvoir aider mes équipes, c'est de pouvoir anticiper où est-ce qu'ils vont avoir des difficultés et parler leur langue. Et c'est là où j'ai plongé dans la technologie, mais pas
pour la technologie. Et là, on en revient au début du débat. C'était pas la technologie le but, c'était le moyen de pouvoir comprendre et de pouvoir les aider. Et ce que j'ai adoré dans l'intervention de Madame tout à l'heure, c'est qu'on parle souvent des femmes ou de la diversité qui rentre dans la technologie par le côté soft skills, mais j'adore aussi de rentrer directement par les hard skills. C'est possible aussi, on peut rentrer dans les deux angles, mais c'est vrai qu'à un certain moment, c'est important de balancer les deux, quoi. Et donc, oui, il y a plein de voies de traverse, de voies toutes droites. L'important, c'est d'avoir les compétences qui arrivent finalement. Moi, j'ai eu un cocktail de prédisposition et de chance. Donc, j'ai toujours été très très curieuse. D'ailleurs, j'étais même très ennuyante quand j'étais petite parce que je demandais tout le temps trop de choses. Et j'avais la chance aussi d'avoir 2 parents instituteurs. Donc, ils m'ont vraiment stimulée, ils m'ont poussée à toujours aller plus loin, à poser des questions, etc. Et en plus de ça, je suis très très bornée. Donc un jour, je suis tombée sur une professeure, une femme en plus, de mathématiques qui m'a fait « Non, toi tu n'es pas capable de faire maths 8 ». Donc j'ai fait « Ah oui, regarde-moi bien ». Et j'ai eu le prix de maths. Donc à partir de là, je me suis dit « Ok, si elle a pu se tromper, ça veut dire que n'importe qui me dit que j'en suis pas capable peut se tromper ». Et donc j'ai pu écouter personne, comme tu l'as dit. Et donc à partir de là, comme j'aimais bien de toute manière la physique et comprendre comment fonctionnent les choses, je suis partie directement sur quelque chose de très polyvalent, donc la Polytech. Et puis en plus, j'aime beaucoup créer, je suis un petit peu artiste à mes heures perdues. J'adorais l'acte de création dans la programmation, dans l'intelligence artificielle, et donc ça m'a amenée jusque-là. Et voilà, comme je dis, j'ai un caractère bien trempé, donc à mon avis, ça n'a pas été... ça a été un atout dans mon parcours parce que si j'avais été un petit peu plus réservée, peut-être que j'aurais écouté et je me serais tassée. Donc voilà, j'ai eu un mélange de chance et d'appui. Bien sûr, la famille, c'est très important. Oui, bon. Il y a un moment que j'ai commencé en tourisme et je pense que je suis restée touriste parce que j'ai passé plusieurs étapes dans ma vie, dans des différents secteurs et autres. J'ai pas de... Ouais, j'ai ma famille de base, mais je veux dire, j'ai pas un partenaire, j'ai pas d'enfant ou quelque chose. Et il y a un moment que, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire le soir les gens de mon âge, voilà, tous, la plupart mariés, avec des enfants et tout. Au lieu de me retrouver devant la télé, je préfère m'engager justement pour... oui, la communauté est également assez bornée. Avec... on se ressemble un peu... oui, un petit peu trop. Ouais, j'étais aussi très ennuyeuse tant qu'enfant et voilà, trop curieuse et tout. Mais aussi, quelque part, j'étais hyper mauvais en maths, j'étais hyper mauvais en plein d'autres choses. Et la seule chose qui m'a tenue, c'est plutôt montrer à tout le monde que moi aussi, je compte et moi aussi, je peux y arriver. Et j'allais leur montrer. Voilà. Donc, je pense que, parfois, je pense oui, j'ai réussi. Et d'autres fois, je dis, non, encore un peu plus, il faut encore pousser un peu plus. Comme ça, on leur fait taire. Voilà. C'est agréable. Et en effet, ça peut être masculin, féminin, dans le sens où, aujourd'hui, je veux que si je m'engage avec des gens, que ce soit pour moi en tant que personne et mes compétences, et pas parce que je suis femme. C'est quelque part, d'un côté, j'aime pas trop mettre en avant en tant que femme en soi, parce que d'abord, je suis moi. Et il s'avère que, oui, je suis femme, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, je suis tombée dans la tech très par hasard. En 2018, je me suis rendue sur un salon en réalité virtuelle à Paris. Et là, je suis tombée dans le piège, plutôt. Et peu après, j'avais monté ma propre boîte auto-entrepreneuse. Et après X temps, j'ai rencontré en effet les limites des employeurs qui ne sont pas toujours en accord avec ce que je disais tant que DRH. Voilà. Et du coup, j'ai dit, ok, on se casse. Et voilà. Et le reste, c'est un peu l'histoire. Et j'essaie encore chaque jour de trouver ma voie. Et c'est pas que je suis tellement
j'ai tellement de confiance en moi, je peux faire apparaître comme ça. Et c'est ça souvent qui leur déjà endort comme ça. Bon, laisse-leur penser qu'on a beaucoup de confiance en soi et en même temps, j'ai également les doutes comme chacun. J'ai également des angoisses comme chacun. On n'est pas des super-héros comme beaucoup croient, mais tant qu'eux ils croient qu'on... ça va, c'est assez. Donc, until you make it. Exactement. Voilà. Et peut-être Claudia, Et Chloé. oui, en ligne, du journalisme au NFT. Excusez-moi, ça a coupé. Juste pour avoir ton expérience à toi du journalisme au NFT, comment on plonge comme ça dans la tech Comme je l'ai dit au départ, en fait, je pense que le Covid a été un élément déclencheur et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux de ma vie, quoi, vraiment. Et je trouvais que le digital, dans mon expérience Web 2, c'était très orienté monétisation. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si tout ce que je fais, c'est pour qu'au final, les gens achètent quelque chose, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Enfin, voilà, je pense que c'était une réflexion beaucoup plus globale. Et comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'a intéressée, c'est vraiment la blockchain pour ses valeurs. Et puis, je me suis dit... la société se transforme, je veux avoir un rôle dans ce parcours de transformation. Je ne veux pas le subir, je veux être dedans. Et ça, je vous dis ça pour faire aussi le lien avec ce que Tatiana tout à l'heure disait, les soft skills qu'on n'apprend pas à l'école, c'est l'agilité. Et je trouve que dans le monde dans lequel on vit, on doit être agile. Et ça s'apprend, l'agilité. Et moi, je me suis dit, Claudia, c'est pas parce que tu as 52 ans que tu peux pas être agile. Tu dois être agile, tu dois rester dans le mouvement. Et donc, je suis retournée à l'école. Voilà. C'était assez difficile parce que les cours étaient donnés par des développeurs. Je comprenais rien à ce qu'ils racontaient. Parce qu'un développeur, ça n'a pas le cerveau construit de la même façon. Moi, j'aime toujours bien faire des liens avec les choses. Me dire, tiens, au fond, oui, ok, c'est ça, mais qu'est-ce que je fais avec ça et comment ça va impacter ça et comment ça va... Donc, en fait, tout doit toujours être connecté et un développeur, pas forcément. Et donc, je me disais toujours, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je sais ce que c'est un blog, je sais ce que c'est un hash, je sais comment ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à chercher du contenu alternatif et que je me suis dit, mais il y a une vraie place pour du contenu francophone, parce qu'il y avait beaucoup de contenu anglophone. Il y a une vraie place pour du contenu francophone à orientation business, donc l'orientation du contenu, c'est comment la technologie impacte la société et comment elle impacte les business. Parce que la société et les business, c'est lié forcément, puisque c'est lié au comportement des gens. Et donc voilà, encore une fois, pour moi, je ne le vois pas comme... En fait, les gens me disent, ouais, mais tu as vraiment radicalement changé de carrière. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je me dis, c'est la suite logique de ma carrière dans le digital. En fait, c'était le parcours logique. La suite, c'est la blockchain, donc j'y vais, quoi. Voilà, donc effectivement, je n'ai pas l'impression d'avoir eu qu'il y ait eu une fracture. J'ai l'impression vraiment d'être dans le prolongement de ma forme, de mes acquis. Et voilà, mais je pense que, encore une fois, il y a beaucoup. Ce qui m'intéresse aussi, c'est accompagner les gens dans leur compréhension, la transmission. Je fais beaucoup d'accompagnement pour les parents aussi, comprenez vos enfants, parce que le digital au sein des familles, il fracture les familles, il divise les familles, on ne parle plus en famille, on est chacun sur son écran, alors que le digital, ça peut être un endroit où on se retrouve, mais comment et où? Et souvent, je suis face à des parents qui sont complètement paniqués parce qu'ils disent, ouais, mais moi, mes enfants, ils ne parlent pas, ils sont sur YouTube tout le temps, et en plus, moi, mon fils, il est végétarien, il n'ira pas à l'UNIF, il me l'a déjà dit, il a 8 ans, il m'a dit, maman, je n'irai pas à l'UNIF. Parce qu'il considère que YouTube, c'est l'école. Et donc, je trouve que, vous voyez, tout ça, c'est lié. Tout ça, pour moi, tout ça, c'est la même chose, quoi. La blockchain, c'est dans l'évolution de la société. Et l'évolution de la société, c'est les gens qui changent de comportement, qui évoluent à travers les enfants, les parents qui sont paniqués, qui ne comprennent rien, qui sont perdus et qui abdiquent. Comment on va les rechercher? Comment on leur dit, mais non, vous ne devez pas lâcher la main de vos enfants, quoi. Ils vont vivre dans un monde tellement différent, ils ont besoin de vous, vous devez les accompagner. Et voilà, donc je me sens un peu habitée par une responsabilité sociale d'accompagner les gens. Voilà. En tout cas, de faire tomber
les freins, les croyances, les peurs. Vous savez, je donne une formation de ChatGPT et je communique pas trop sur mes réseaux. Et l'autre jour, je fais un post sur mon Instagram et je dis, donc j'explique tout ce qu'on peut faire avec ChatGPT. Et puis, dans un des écrans, je dis, mais et si vous voulez aider vos enfants dans leurs devoirs au quotidien, mais que vous n'avez pas forcément le temps, ça peut vous aider. Oh, c'était terrible. Hein. J'ai eu des parents qui m'ont dit, oh, c'est fantastique, c'est génial, je veux comprendre. Et l'autre partie qui m'a dit, oh mon Dieu, jamais ChatGPT, c'est le diable, je vais interdire à mes enfants, c'est pas possible. Et je me suis dit, pauvres parents et pauvres enfants, parce que finalement, c'est les outils de demain. Et si tu n'accompagnes pas tes enfants dans la maîtrise de ces outils, mais comment vont-ils vivre? Ils vont faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est le mot de la fin pour moi. Merci Claudia. Par rapport justement, comme on arrive à la fin de ce stream passionnant, qu'est-ce que vous auriez à dire aux femmes qui nous écoutent en quelques mots chacune? Ce serait quoi les key takeaways à prendre pour vraiment casser ces codes, oser Peut-être une clé par personne, un message qui vous a vraiment qui vous a vraiment catché sur cette discussion et qu'on gardera un peu en guise de conclusion. Qui se lance dans le bain, la première? Moi, c'est pas la continuité, c'est peut-être une info que j'ai pas dit. C'est qu'effectivement, nous, dans nos activités, on se rend compte que la technologie peut permettre de se réapproprier aussi notre ville, l'espace. C'est un des projets qui me tient à cœur. C'est vrai que quand on parle de technologie, on pense souvent aux devices. Ça veut dire au téléphone, aux écrans et ainsi de suite. Et moi, je crois beaucoup à la Smart City. Ça veut dire que la ville réelle va bientôt être connectée avec tous ces devices. Et donc, il faut réfléchir comment réapproprier des espaces dans lesquels tout le monde n'est pas à l'aise. Je pense à des statues qui dérangent, par exemple, qu'on veut parfois déboulonner, à des monuments qu'on associe qu'aux architectes, alors qu'il y avait plein d'artistes peintres, femmes, des ouvriers, mais qu'on ne cite jamais. Et donc, augmenter l'espace public, moi, c'est un des points, une sorte de pleine de jeux, d'activités qui est accessible à tous, parce qu'il y a plein de façons de le faire. Ce soit avec des visites virtuelles un peu différentes ou augmenter des personnages dans l'espace public. C'est des actions qu'on expérimente au niveau d'XR for Heritage qui peut mobiliser, changer vraiment la relation qu'ont les gens à leur rue, à leur quartier. Et je pense que ça peut être une voie d'action que les écoles peuvent s'approprier, les familles. Et donc voilà, j'invite tout le monde à essayer de réfléchir au niveau de ces plaques de rue, au niveau des statues qui les entourent, au niveau de l'espace en fait qui fait leur quotidien, comment la technologie pourrait permettre de rectifier des choses qui techniquement ne peuvent pas se rectifier, donc amener des récits multiples sur nos villes, sur nos monuments, nos façades. Voilà, donc c'est plutôt un appel à essayer de prendre le mouvement. On lance un projet qui s'appelle justement Avatar du patrimoine en Belgique, dans lequel on implique toutes sortes d'acteurs, autant des artistes que des acteurs académiques comme Technocité, des studios universitaires, pour justement trop de réfléchir ce point, comment on peut revisiter l'histoire, l'espace public, selon des points de vue multiples, dont celui des femmes. Voilà. Super, un beau défi, un beau laboratoire. Ouais. Merci Géraldine. Moi, je dirais, innover, c'est avoir de l'audace. Donc, il faut oser pas prendre les voies qui semblent simples, toujours, ou qui peuvent parler à certaines et pas à d'autres. Il faut oser braver. Il faut aller contre les attentes parfois, et parfois contre les étiquettes qu'on nous a collées. Et en cybersécurité, c'est super important. Parce que si on est capable d'oser, d'innover, de penser aux autres choix, aux autres options, on sera beaucoup mieux armé pour anticiper la menace qui peut arriver et aussi pour pouvoir avoir de la résilience par rapport à cela. Donc, c'est vraiment mon mot, c'est innover, c'est braver, allez-y les filles, quoi. Donc, moi, je suis une grande lectrice de science-fiction et donc je trouve que pour l'instant, on est un petit peu comme dans un roman de science-fiction. Comme a dit Asimov, la science-fiction finale, c'est
regarder comment l'humanité s'adapte à un changement soudain. Et là, on est en plein dedans. Et donc, je trouve que c'est plus un appel à se rendre compte de l'impact qu'on a en tant qu'individu. Et en tant que femme, un jour, j'espère, on oubliera spécialement ce statut de femme. Il n'aura pas d'impact sur nos vies. Pour l'instant, c'est encore le cas, mais j'espère qu'il sera de moins en moins important parce que ce n'est pas notre identité, ce n'est qu'un fait sur nous en plus. Donc voilà, n'oubliez pas que vous avez de la force et du pouvoir. Isabelle? C'est un bon défi de répondre. Non, moi je dirais continuer à rêver, explorer et aller devant. Et pour ça, garde l'esprit critique, reste agile et surtout suivez votre cœur. Voilà, elle sait. Et pour Claudia en ligne, ouais. Alors moi, je dirais, pour le mot de la fin, je dirais, les échecs sont parfois vos réussites. Je dis ça parce qu'en fait, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue, mais qui doit être la métaphore de tout ce qu'on peut vivre dans une vie. Il y a quelques mois, j'avais un job que je voulais vraiment. Et pourtant, je ne cherchais pas vraiment un job et je me suis dit, celui-là, il est taillé pour moi, quoi, vraiment. Et je me suis démenée pour l'avoir et je ne l'ai pas eu. Et c'était une boîte où il n'y avait que des mecs. Et c'était une boîte dans la crypto. Et je me suis dit, j'étais vraiment, vraiment mal parce que je me suis remise en question en me disant, ouais, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je ne connais pas assez la blockchain. Bref, je n'étais pas assez tout court. Et je me suis vraiment sentie mal. Et il y a moins de 24 heures, il m'appelle en me disant, Claudia, on est dans une situation catastrophique, on a besoin de tes conseils, on ne va pas s'en sortir tout seul, on est en communication de crise, est-ce que tu peux nous aider? Et en fait, le château de cartes s'est écroulé parce que j'ai vu ce qui se passait de l'autre côté du miroir, puisqu'ils ont dû me donner de l'info, des infos confidentielles, et donc j'ai vu ce que je n'avais pas vu quand j'ai prospecté pour ce job. Et là, je me suis dit, mais en fait, ils ne m'ont pas engagée parce que j'étais tellement plus intelligente qu'eux. Et en fait, c'est ça. Les échecs, parfois, c'est des réussites, mais on ne le voit pas. Mais la vie est bien faite, elle nous renvoie le boomerang à nous les femmes. Et la vie nous dit, t'es plus forte, vas-y, continue, fonce. Voilà, et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Je me suis dit, mais c'est bien de se remettre en question, mais ça doit être des moments dans la vie. En fait, on ne doit pas douter. On ne doit pas douter de nous, on ne doit pas douter de notre compétence, on n'est pas là pour rien. Et souvent, on n'a pas que des hard skills, on a aussi toute une batterie de soft skills que les hommes n'ont pas. Et c'est ce qui fait notre différence et notre force, et on doit la cultiver. Je pense qu'on peut applaudir notre panel et apprécier finalement cette conclusion en forme de pentagone. Quelque part, on garde vraiment bien précieusement ces clés, ces takeaways pour conclure la discussion qu'on a eue aujourd'hui, qu'on a eu beaucoup de plaisir à mener en votre présence aussi. Donc vraiment un grand merci. J'aurais peut-être envie de repasser la parole à Chloé pour peut-être, puisqu'on était hébergés, quelque part vous étiez hébergés chez nous, mais on était hébergés chez vous aussi d'une certaine manière. Donc la parole est à vous les studios. C'est vrai que c'était un double hébergement ce soir, c'était vraiment très intéressant. Vous aviez tout un profil extrêmement intéressant. Je voyais dans le chat que tout le monde était à fond aussi, donc ça a beaucoup plu, c'est vraiment chouette. Tout le monde dit merci dans le chat actuellement, donc merci pour ça. Et voilà, je ne sais pas si Hilaria, vu que tu avais introduit le live, peut-être toi aussi tu veux nous donner un mot de la fin. Ah voilà, ok. Faire le pont entre le virtuel et le réel ici sur place. Merci à vous d'être ici et merci au chat vraiment pour les interventions. C'était super intéressant. Je tiens juste à préciser qu'on n'a pas su tout remonter parce que y a eu beaucoup de questions, il y a eu beaucoup d'infos super pertinentes et donc n'hésitez pas en fait à aller revoir la rediff
la rediffusion du coup sur notre chaîne Twitch. Donc c'est Streamer, le nom de notre projet, avec un tiret du bas entre le stream et le heure. Donc voilà, si vous voulez aller voir un petit peu les réactions, etc. Et aussi voilà, voir comment les gens ont pu réagir à ce que vous disiez, c'est super intéressant et tout se trouve sur la chaîne Twitch. Donc voilà, merci à vous. Grand merci. Merci à vous, streamers. Merci à vous toutes. Et bonne soirée. On se retrouve autour d'un petit verre et un petit snack. Ouais, et merci encore à toute l'équipe de Technocité, la technique, etc. Non, qui nous ont non, aidés. c'est pas grave. Ah, si, je crois qu'elle nous voyait parce que... Salut.